Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Mireille Tcheuzy-Robert, chercheure en sciences sociales, éducatrice et consultante en question de diversité de genre. Madame Robert est auteure de Racisme anti-noir, entre méconnaissance et mépris, et tout récemment Père Fouettard, Ma peau n'est pas un déguisement. Elle préside le comité féminin de veille antiraciste, une association appelée BAMCO-CRAN. Elle se définit comme une tutrice de résilience puisqu'elle accompagne des adolescents afro-descendants et des enfants victimes de racisme et en mal-être identitaire. Madame Tcheuzy-Robert est aussi une militante de la mémoire de la colonisation. Elle se bat pour la restitution des œuvres muséales coloniales. Elle a même créé une formation à un militantisme décolonial, racisme, intersectionnalité et convergence des luttes en partenariat avec l'Université de Saint-Louis, Bruxelles. Madame Robert, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous avez récemment lancé un numéro vert contre le racisme. Vous êtes une militante. Est-ce que ça a porté ses fruits? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Oui, effectivement, nous avons ouvert ce numéro vert parce qu'on a des difficultés à convaincre les gens qui sont victimes de racisme de le rapporter, d'en faire état, de décrire ce qui s'est passé, parce qu'ils ont toujours l'impression que ça ne sert à rien, ou de se mettre en danger, de perdre leur emploi, d'avoir des difficultés avec les professeurs si ça s'est passé éventuellement dans un cadre scolaire. Alors, c'était un peu un numéro vert pour inciter les gens à rapporter. La difficulté pour évaluer si c'est plus ou moins qu'avant, c'est que pendant très longtemps, nous n'avions pas d'études sur la question du racisme anti-noir. C'est pour ça que j'appelle cette forme de racisme un peu le racisme oublié. Ce n'est que depuis 2015, selon moi, avec l'action associative, la nôtre, mais celle de beaucoup d'autres, que les pouvoirs publics, mais les chercheurs aussi, ont pris un peu, ont donné de l'importance à cette forme de racisme et ont commencé à travailler dessus. Donc je pense que d'ici 5 ou 10 ans, nous serons en mesure de faire plus de comparaisons pour dire s'il y a stagnation, évolution ou si ça régresse. Mais vous considérez que c'est un phénomène très large sur toute l'Europe et même sans doute ailleurs. Vous parlez d'afrisme. Vous allez nous expliquer ce que veut dire afrisme et est-ce que, et c'est peut-être le thème de votre premier ouvrage, est-ce que vous ne considérez pas aussi que le racisme dont vous parlez là, c'est plus du mépris et une forme de méconnaissance aussi, que de la phobie? Oui, exactement. C'est pour ça que je ne suis pas toujours très à l'aise avec le terme officiel consacré, qui est l'afrophobie, parce que je pense qu'en matière de racisme, il ne s'agit pas que de phobie. Vous savez, cette forme de racisme a commencé il y a extrêmement longtemps. Par rapport au Maghreb, nous avons presque 15 siècles d'esclavage avec les Noirs dans les pays du Maghreb et dans la péninsule arabique. Donc ça a commencé il y a très longtemps et par rapport à l'Europe, nous avons au moins 6 siècles d'humiliation des Noirs. Donc je pense que sur la question de la méconnaissance, on ne peut pas dire qu'on les méconnaît. Je pense qu'à un moment donné, on les connaît bien, mais on les méprise. On les sous-estime. On les sous-estime en permanence. C'est l'un des stéréotypes le plus prégnant sur le racisme anti-noir, c'est de penser qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont moins intelligents, qu'ils sont sauvages. Donc je pense que c'est une configuration qui peut être légèrement différente d'autres formes de racisme où d'autres choses seront plus saillantes. Ici, c'est celle-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de phobie parce que la peur viscérale qu'on peut avoir d'un afrodescendant ou d'un noir, ça commence à passer. On en a tous vu un dans notre vie. Et qu'on est plutôt dans une autre forme de racisme aujourd'hui, qui est celle du mépris total et qui n'est pas toujours prise en compte dans la question législative. Précisément, vous dites aussi qu'il y a un racisme institutionnel et qui, lui, est même très profond et plus insidieux. Oui. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que la plupart des gens considèrent le racisme interindividuel.
Si quelqu'un crie « sale nègre » dans la rue, ils disent « ah oui, ça c'est du racisme, on en est sûr ». Mais lorsqu'on leur dit « bon voilà, 50-60% des personnes avec la peau noire ne trouvent pas de boulot ou ont des difficultés à l'école », ils ne vont pas voir où se trouve le racisme. Or, ce sont des mécanismes plus insidieux, plus invisibles, qui donnent comme résultat une discrimination sans précédent. Alors, ce que je fais dans mes formations, c'est que je commence toujours par le racisme structurel ou institutionnel pour montrer à quel point il est plus important et plus impactant dans la vie des gens que l'insulte raciale dans la rue. Parce que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une scolarité de qualité, si vous n'avez pas la possibilité d'être dans un logement qui est salubre, d'avoir un travail qui vous donne une certaine dignité, eh bien cela vous impacte plus que les tractations quotidiennes. Donc je pense qu'il faut toujours voir les deux aspects, l'aspect interindividuel et l'aspect scolarité, emploi, logement, expression culturelle, délit de faciès par rapport à la police, qui sont en fait le plus gros du racisme, mais c'est comme un iceberg, ça se trouve en dessous, alors on ne le voit pas. Ce sont les discriminations, en fait, aussi. Ce sont les discriminations, effectivement. La manifestation de ce racisme, c'est que vous n'êtes pas présent dans certains espaces ou que vous êtes méprisé et dévalorisé en permanence lorsque vous y êtes. Vous évoquez aussi le paternalisme blanc et le white-splaining. Oui, en effet. C'est quoi exactement? Eh bien, j'ai fait donc cette étude, Racisme anti-noir, le premier livre en partenariat avec une association qui s'appelle BIPAX. Et c'était en fait une photographie des institutions et associations qui se disent antiracistes ou interculturelles, bref, qui sont plutôt positives pour les personnes afrodescendantes. Et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils connaissaient de ces afrodescendants, qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'histoire coloniale, et s'il y avait des afrodescendants qui travaillaient chez eux. Et on s'est vite rendu compte que 86% de ces associations et de ces institutions n'engagent pas d'afrodescendants. Je ne parle pas des femmes de ménage et du personnel de soutien technicien. Je parle vraiment du cœur de métier, donc ceux qui font les analyses, ceux qui passent dans les médias, etc. On se rend compte qu'ils sont là pour parler et défendre la diversité, mais ils ne sont pas capables de la mettre en œuvre en leur sein. Ce qui démontre bien que quelque part, on veut bien dire aux autres qu'il faut faire, on veut bien dire aux afrodescendants, aux noirs, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, etc. Donc c'est ça le white-splaining, mais on n'est même pas capable soi-même de montrer cet exemple. Vous reprochez aussi, finalement, aux médias de cultiver ou de consacrer le racisme. Expliquez un peu cela. Eh bien, il y a d'ailleurs une étude très intéressante de Gia Mambu qui s'appelle Médias blancs, écran noir, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment une étude excellente dans laquelle elle fait une analyse de l'apparition des afrodescendants dans les médias belges et français. Et elle montre par les exemples concrets à quel point nous sommes encore perçus comme étant des arriérés ou étant perçus comme étant hors de la nation, alors que la plupart une bonne partie sont belges. Et donc moi je pense que les médias aujourd'hui, par rapport aux afrodescendants, fonctionnent par visibilisation, survisibilisation négative et invisibilisation. Donc l'invisibilisation, c'est qu'on ne vous voit pas. On vous ignore. On vous ignore, vous n'êtes pas là. Dans les rédactions, etc., vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas employé. Il y a quelques stagiaires afrodescendants et puis après ils disparaissent, ils n'ont pas les postes. Et puis il y a une autre partie qui est la survisibilisation négative. Donc on va montrer les sans-papiers, on va montrer les délinquants, on va montrer les contrevenants. Dans les films, ce sera les rôles de traîtres, d'agresseurs, de dealers. Donc c'est cette invisibilisation, survisibilisation négative en permanence qui propage, en fait, qui contribue à propager les stéréotypes et les préjugés. J'ai hâte de voir un journaliste noir, afrodescendant, qui présente le JT sur les grands médias belges. J'ai hâte de voir ça. J'ai vécu toute ma vie en Belgique et je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ça.
Hein, il y a eu quand même Pierre Michiga, RTL notamment, qui présentait le sport. Donc il y a sport. quand même eu quelques exemples. Oui. Mais c'est vrai qu'il y en a plus dans les pays anglo-saxons, ça me paraît évident. Et même en France, il y a quelques exemples. Oui. Mais ce que j'aimerais insister sur le fait que pour les médias ou pour d'autres domaines, on doit sortir des exemples, justement. On doit pouvoir en citer plusieurs et être dépassé par le nombre. C'est-à-dire qu'on devrait trouver ça tout à fait normal. Et Voilà, cas, comme pour les personnes d'origine maghrébine et comme pour ce qu'on appelle aujourd'hui les Blancs. Donc on ne doit pas avoir un exemple par-ci, par-là. Non, ça doit être, comme vous dites, tout à fait classique et normal. Vous pointez du doigt l'inaction des institutions publiques pour lutter contre la discrimination. Bon, en Belgique, il existe l'UNIA, dont c'est un des objectifs. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des initiatives au niveau législatif, au niveau du Parlement européen ou du Conseil de l'Europe qui devraient se prendre ? Alors oui, il y a eu dernièrement le vote d'une résolution pour le droit des personnes d'ascendance africaine, inspirée, je pense, par la décennie lancée par l'ONU. On est encore là, pendant quelques années, dans une décennie qui veut que les afrodescendants soient promus dans différents domaines de la vie et du développement. Bon, on ne peut pas dire qu'en Belgique, on ait pris le sujet à bras-le-corps, puisque rien n'a été fait par rapport à cette décennie des afrodescendants. Et donc, on est maintenant en train de promouvoir ce deuxième projet, donc la résolution qui a été votée. J'étais encore dernièrement au Parlement francophone bruxellois pour essayer de voir dans quelle mesure on peut implémenter ce qui a été proposé, ce qui a été décidé et voté. Donc, j'estime qu'il y a deux choses. Il y a le travail que ces institutions peuvent faire sur le terrain, travail que je passe mon temps à critiquer, et donc je pense que c'est aussi mon rôle sociétal, il faut au moins me laisser ça. Et il y a aussi l'exemplarité. Dans ces institutions, souvent, on trouve qu'elles ne sont pas diversifiées. Et c'est un peu hypocrite à un moment donné parce que c'est justement ces institutions-là, les travailleurs qui sont là, qui ont accès aux études, qui sont promus ou diffusées sur le sujet, qui ont accès à la connaissance et qui savent très bien qu'on n'est plus dans les Africains n'ont pas étudié, etc. Non. Pour parler par exemple des population d'origine coloniale, on va dire, en Belgique, donc Congo, Rwanda, Burundi, eh bien, ce sont les personnes qui ont le plus étudié, plus que les personnes qui viennent pour leur travail au niveau européen et qui repartent. Ce sont les personnes en Belgique qui ont fait le plus d'études. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs qui le disent. Donc, je pense qu'il est très important de faire preuve d'exemplarité et d'avoir aujourd'hui des objectifs chiffrés dans ces institutions-là. Parce que sinon, ça veut dire que quelque part, excusez-moi le terme, on se moque de nous. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Madame Robert, nous allons reprendre notre discussion sur le phénomène des discriminations notamment. Est-ce que vous considérez que les discriminations touchent davantage les femmes que les hommes ? J'aurais tendance à dire oui, mais bon, ça sera un avis personnel, mais je pense qu'elle les touche de manière différente, on va dire, parce que les discriminations et le racisme suivent le chemin des préjugés et des stéréotypes, donc ils sont parfois différentes pour les hommes que pour les femmes, mais lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend bien compte qu'on est de toute façon à des forts taux de discrimination. Alors, qu'est-ce que vous proposez, en fait, pour qu'on améliore cette situation ? Ah, mais moi, je suis très radicale là-dessus. Je propose des objectifs chiffrés, les fameux quotas qui sont extrêmement tabous, surtout en Belgique. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut en arriver là pour une période déterminée et de voir si ça rétablit une certaine égalité ou pas, avec des évaluations régulières, des incitants et pourquoi pas des sanctions. Lorsqu'on est au courant de quelque chose et qu'on fait comme si ça pouvait s'arranger de lui-même, c'est que quelque part on ne veut pas. Et moi je pense qu'il faut matérialiser cette volonté par des objectifs chiffrés. Alors, bon, vous vous battez
contre le racisme à l'endroit des afrodescendants ici en Belgique. C'est déjà un territoire important pour combattre ce fléau, mais vous êtes consciente que ces phénomènes existent un peu partout dans le monde et qu'on est toujours un peu le dominant, le dominé, et que ce phénomène existe même, puisque vous savez que notre émission c'est Europe-Afrique, il n'existe pas qu'en Europe, il existe également en Afrique et entre les communautés africaines. Oui, il ne faut pas oublier que le racisme c'est une relation de pouvoir. On discrimine quelqu'un à partir de quelque chose que l'on a et qu'on ne veut pas lui octroyer, ou d'une place qu'on peut octroyer et qu'on ne veut pas donner. Lorsqu'on a des guéguerres, j'ai envie de dire, de personnes qui sont toutes deux, ou de groupes qui sont tous deux discriminés, c'est pas la même chose qu'une relation de pouvoir entre un groupe de personnes qui s'octroient des privilèges, qui s'octroient les richesses et qui ne veut pas les partager, et d'autres qui sont délaissés. Je ne connais pas suffisamment la situation africaine, même si j'ai étudié un petit peu le racisme anti-noir dans les pays maghrébins, mais je pense qu'il faut toujours voir la situation et la relation de pouvoir, et lorsqu'en tant qu'occidental, européen, on s'installe ou on installe des entreprises en Afrique, quelque part, un petit nombre de personnes s'octroient aussi pas mal de privilèges, comme certains dirigeants, peu importe leur couleur, quelque part. Mais si on évoque la relation du peuple noir par rapport, par exemple, aux Pygmées, qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense qu'il y a des discriminations criantes. Il y a toute une histoire. Il y a la question des pygmées, il y a la question aussi de ceux qu'on appelle les ndundu chez nous, ces personnes qui ont manque de pigmentation et qui sont très blancs de partout tout en étant afrodescendants et noirs. Je ne sais pas si vous voyez la typologie de personnes qui ont aussi pas mal de discrimination, de stéréotypes, de préjugés sur eux qui courent. Mais on est dans des situations qui ne sont pas comparables parce que l'histoire n'est pas comparable. On n'est pas dans des 20 siècles de mise en esclavage, par exemple. Donc, il y a discrimination, il y a racisme, mais le poids et les moyens qu'on va mettre en place pour y mettre fin ne peuvent pas être les mêmes et ne peuvent pas être sur la même longueur de temps. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à régler compte tenu de l'histoire. Alors, on parle aussi de la décolonisation des esprits. Ça m'amène à parler de cette année 2020 où on va commémorer l'indépendance, ça fait 60 ans maintenant, d'une série de pays d'Afrique, notamment pour l'essentiel de pays qui étaient colonisés par la France, mais aussi la Belgique pour ce qui est du Congo. En réalité, est-ce que c'est un combat que vous menez aussi et vous avez, et il y a des grandes figures de l'indépendance, et donc pour la Belgique et le Congo, il y a évidemment la figure de Patrice Lumumba, qui a été le premier des premiers ministres de l'indépendance, et vous vous êtes battu pour qu'il y ait une place, une statue en l'honneur de Lumumba, et même une exposition itinérante, je pense. Et ça, face à la vie évidemment contraire des nostalgiques de la colonisation. Alors, est-ce que c'était un combat fondamental pour les Congolais, pour vous également? Oui, tout à fait. Je pense qu'on doit passer aussi à des étapes de commémoration, de mémoire et de reconnaissance en fait de ce qui s'est passé, parce que ce sont des traumas historiques qui laissent des traces. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les épigénéticiens, donc ce sont des biologistes, nous disent que les traumas familiaux, personnels, voire même historiques, laissent une lésion dans l'ADN jusqu'à la 3e, voire parfois à la 4e génération. Ça veut dire quelque part, nous avons été blessés au plus profond de nous-mêmes. Lorsqu'on a tué Lumumba, découpé en morceaux et planté dans l'acide
pour qu'il soit dissous, qu'il n'y ait même pas de lieu de pèlerinage, on nous a atteints au plus profond de ce que nous sommes. Et donc il faut des lieux de mémoire, des lieux qui nous permettent de réparer notre ADN. Cette place Lumumba, ça fait 15 ans qu'on la demandait. Donc on a usé d'une petite technique de militantisme de Macky pour l'avoir, c'est qu'on a fait une place Lumumba itinérante avec une statue qu'on a fait tourner pour mettre un peu, pour irriter le pouvoir politique et le mettre sous pression. Ça a contribué et ça a fonctionné. Aujourd'hui, on peut faire des visites guidées autour de cette place Lumumba et expliquer aux jeunes générations, peu importe leur couleur, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que nous ne voulons plus pour l'avenir et qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir. Donc la décolonisation de l'espace public, c'est aussi ça. C'est aussi mettre de nouvelles figures issues de notre histoire. Mettre aussi des femmes, hein, parce qu'apparemment, même des femmes blanches, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça passe aussi par un combat social, des désaccords, des disputes. Moi, j'ai été menacée de mort à l'occasion de la mise en place de cette place Lumumba, mais heureusement, il n'y a pas eu de suite. Un autre de vos combats, c'est la restitution des œuvres muséales. Vous pouvez nous expliquer vos actions dans ce domaine ? Alors oui, c'est une campagne internationale qui a été commencée par le CRAN en France et qui s'est vraiment étendue sur toute l'Europe. Et d'ailleurs, je remercie Louis Georgetin qui avait lancé cette campagne parce que ça a vraiment permis d'ouvrir un débat. Que l'on finisse par une restitution ou pas, ça a ouvert un débat dans la population et un débat qui remettait en cause quelque part cette action ou cette œuvre coloniale, comme disent certains. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait reconnaissance, comme je le disais tout à l'heure, mais que certaines pièces, qui sont des pièces très importantes, qui participent en fait à la vie, qu'elles soient spirituelles ou culturelles, de certains pays africains, soient restituées. C'était un vol et un viol colonial et on ne pourra jamais nous faire croire le contraire, même avec des très beaux discours. Mais est-ce que ce n'est pas aussi simplement un sujet de droit, au sens où il existe la Convention de l'UNESCO de 1970 ? Bien sûr, et c'est là qu'on est extrêmement étonné, c'est qu'on ne respecte même pas les droits culturels fondamentaux. C'est quand même incroyable. Alors oui, il y a des grands discours qui nous disent « mais il faut tenir compte de l'époque, à cette époque-là, ce droit-là n'existait pas, etc. » Mais on voit tout autour de nous d'autres pays qui font l'effort de restitution. Donc je pense qu'on est très borné en Belgique. Ça me rappelle d'ailleurs le temps de l'indépendance qui est arrivé extrêmement rapidement parce que pendant tout un temps, la Belgique se bornait et voulait croire qu'elle pouvait continuer comme ça. C'est que non, l'histoire est en marche et qu'à un moment donné, il faut réparer ce qu'on a cassé. Vous parlez aussi, votre association appelle à la décolonisation de l'espace public. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La décolonisation de l'espace public, ça veut dire qu'il faut cesser de glorifier des personnes qui se sont comportées en sanguinaires parce qu'ils ont tué des Africains et que les Africains sont des humains. Donc ils ont commis des crimes contre l'humanité, voire des génocides. Et aujourd'hui, on fait comme si c'était des héros. Non. Ce ne sont pas des héros, donc il faut arrêter de les glorifier de cette manière-là. Il faut raconter l'histoire, raconter toute l'histoire, toutes les pages de l'histoire, et aussi montrer d'autres figures de cette histoire. Donc, il y a par exemple Simon Kimbangu qui gagnerait à être présenté et connu, qui a fait une longue résistance contre la colonisation. Il y a d'autres figures, notamment féminines, qui devraient être aussi... voilà. Donc il y a la question des afrodescendants, mais il n'y a pas que les Noirs, il y a aussi les personnes d'origine maghrébine qui se sont échinées à contribuer à construire cette Belgique à une époque donnée, et encore aujourd'hui, qu'on ne valorise pas, qu'on ne voit pas dans l'espace public. Au contraire, on va voir les personnes qui les ont mis en esclavage et qui les ont humiliés. Il y a injustice. Donc c'est une question de devoir de mémoire, en quelque sorte. C'est une question de devoir de mémoire, c'est une question d'éducation de la jeune génération, c'est une question de reconnaissance d'une histoire qui soit non biaisée, comme dans le cadre de l'enseignement aussi, hein, les livres d'histoire, etc. Donc je pense qu'il y a une décolonisation
nationale à faire, une décolonisation générale sur plein de domaines, notamment l'enseignement, l'espace public, Est-ce que ça ne etc. devrait pas être imprimé aussi au niveau de l'Union européenne parce que j'imagine que des personnalités comme la vôtre, il doit y en avoir dans d'autres pays d'Europe qui ont été eux-mêmes des petits empires qui ont cherché à coloniser un ou plusieurs pays en Afrique. Est-ce que l'Union européenne intervient suffisamment à vos yeux? Je pense que l'Union européenne a fait une grande avancée en votant cette résolution qui a été votée l'année passée. C'est une très grande avancée. Mais je pense qu'elle peut pécher un peu par manque d'incitant à l'implémentation ou de suivi de l'implémentation. On a l'impression que bon, les États ne se sentent pas obligés, et puis bon, voilà, on peut passer à autre chose. Donc c'est très bien déjà que ce soit inscrit dans la lettre, qu'il y ait des textes, mais maintenant il faut avoir des commissions, des agences qui suivent et qui évaluent en fait l'implémentation. Et c'est là qu'on est un peu démunis parce que les États disent oui, 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 on est d'accord, mais ils ne mettent pas grand-chose en place. Ce sera la conclusion, Madame Robert. Je vous remercie de votre participation. Chers téléspectateurs, pour ma part, je me réjouis de vous retrouver dans une semaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.